Jean-Jacques Pauvert, restons sous la protection du marquis de Sade et je pense à ces confessions d'un moribond à un prêtre, Dialogue. où à un moment donné le prêtre dit au moribond quelque chose comme est-ce que vous vous repentez de quelque chose et le moribond répond oui, je me repens de ne pas avoir assez joui, profité de la vie, etc., etc. Bon, est-ce que l'éditeur Jean-Jacques Pauvert et le biographe de Sade que vous êtes actuellement, au moment où nous enregistrons, se repent de quelque chose? J'aurais aimé être l'éditeur de Michaud. J'ai essayé d'ailleurs. Honnêtement, je dois dire que j'ai essayé de piquer Michaud à Gallimard, ça n'a pas marché. J'aurais aimé être l'éditeur de Céline, par exemple. J'ai essayé aussi. Et puis ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que à cause de Marcel Aimé. Marcel Aimé m'avait dit en 47, 48, il faut le laisser tranquille, il a des problèmes. Et ça, j'aurais beaucoup aimé. Vous avez publié aux éditions Ramsay Jean-Jacques Pauvert, mais ça on reparlera d'ailleurs, de cette nouvelle façon d'éditer les livres en collaboration avec d'autres maisons d'édition. Mais vous avez donc publié en collaboration avec les éditions Ramsay en 1990 un petit livre qui s'appelle L'enfer et la censure. Oui, c'est une réédition d'un texte que j'ai publié en 70, 71, je crois. C'est une réédition augmentée parce que j'ai trouvé que c'était d'actualité. Et là, vous racontez évidemment... une autre aventure. Voilà. Une aventure qui m'a beaucoup amusé. Moi, j'aime bien comme ça, piéger un peu les gens. C'était drôle. C'est l'histoire Marighella, qui est une histoire très significative de toutes sortes de choses, du snobisme français, du fonctionnement judiciaire français. Au fond, la publication d'un certain nombre de livres révèle l'état des discours sur le livre et sur la censure. Oui, voilà, c'est ça. Mais moi, j'aime bien ce genre d'histoire. Allez-y, on vous écoute. Voilà, donc ces années-là, je ne sais plus exactement quelle année, les éditions du Seuil publient un livre intitulé « Pour la libération du Brésil » d'un Brésilien nommé Carlos Marighella. C'était un manuel de terrorisme. C'est exactement le genre de livre qu'aujourd'hui, personne ne publierait. On aurait très peur, on aurait honte, on ne voudrait pas. Enfin, c'était d'ailleurs pas un livre littéraire du tout. C'était un manuel comme ça. Comment est-ce qu'on déstabilise un pays? Comment est-ce qu'on instaure la guerre civile? Comment est-ce qu'on place des bombes où il faut être posé? C'était dans les années 70. Oui. Alors, dans les années 70, tout le monde trouvait ça très bien parce que personne n'avait encore reçu d'éclats de bombe dans la figure. Donc à Paris, les gens trouvaient ça merveilleux. Il y avait Maspero, il y avait Le Seuil qui s'était fait une spécialité de ce genre de choses et tout le monde trouvait ça très bien. Et puis ça plaisait pas beaucoup au gouvernement de l'époque et le ministre de l'Intérieur a trouvé un biais. Monsieur Il y a toujours, oui, dans l'arsenal de lois que tous les gouvernements se sont arrangés pour perfectionner, à part Georges Pompidou, ce qu'il faut toujours rappeler, il y a de quoi interdire tout ce qu'on veut. Donc là, ils ont sorti une loi spéciale qui permet au ministre de l'Intérieur d'interdire tout livre de provenance étrangère, qui était manifestement le cas, M. Marighella étant brésilien. Et donc, pour la libération du Brésil est interdit, et Paul Flamand et Bardet du Seuil font un grand scandale, c'est leur métier, ils défendent un de leurs livres, et ils trouvent eux aussi une astuce, ils disent voilà, on va republier le livre de Marighella, et cette fois, ce ne sera pas les éditions du Seuil, ça va être 16 ou 17 ou 18 éditeurs, je ne sais plus combien, enfin tous ceux qui sont sur la liste, ils prennent un éventail assez large, comme ça, et le livre ressort, sous la marque, alors il y avait Gallimard, Flammarion, tout le monde était d'accord, Gallimard, Flammarion, moi, et le livre naturellement, et pourquoi naturellement, le livre n'est pas interdit. Parce qu'immédiatement, en France, la police, la magistrature, le gouvernement font marche arrière quand ils disent 18 éditeurs, là, qu'est-ce qu'on va dire de nous? Ça marche là-dessus, c'est pas qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir l'ordre, c'est qu'est-ce qu'on va dire de nous. C'est toujours comme ça, en 1990. Alors moi, je trouve ça merveilleux. Et ça me donne une idée. Et je mets à écrire... Très provocante. Oui, une idée provocante, bien sûr. À l'époque, j'étais très, très provocant. J'étais encore très jeune. Et j'ai écrit aux autres, à tous les co-signataires de l'édition, en leur disant, écoutez, c'est formidable, on vient d'avoir la peau de la censure. Mais on a eu la peau de la censure en matière de politique. Il faut maintenant avoir la peau de la censure politiquement avec un livre d'extrême droite, et pendant qu'on y est, on va avoir aussi la peau de la censure en ce qui concerne l'outrage aux bonnes mœurs. C'est-à-dire que
on va choisir, c'est pas moi qui vais choisir, on va se réunir et tous ensemble, on va choisir un livre d'extrême droite, par exemple Les Bagatelles pour un massacre de Céline, ou Les Décombres de Rebattet, ou un truc comme ça, ou un livre contemporain, d'ailleurs ça m'est égal. Et puis on va choisir un livre complètement pornographique, et avec nos 18 signatures, le gouvernement, la magistrature vont canner. Et là, vous leur proposez l'enfer du sexe. Et je leur propose d'en faire du sexe, parce que je leur dis, attention, il ne faut pas, si on se mobilise pour défendre un livre pornographique en disant c'est un chef-d'œuvre, ça fausse tout. Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que le niveau littéraire a à voir avec la pornographie? La pornographie, presque par définition, c'est pas très très bien écrit. Hein. Les moralistes non plus sont pas les gens qui défendent la morale. Michel Droit, c'est pas bien écrit. Gilbert Cesbron, c'est pas bien écrit. Donc pourquoi est-ce qu'on réclamerait d'un livre pornographique qui soit mieux écrit qu'un roman policier ou un livre de Michel Droit? Et alors évidemment, les résultats, ça a été assez drôle. C'est-à-dire que dans l'ensemble, ils n'ont pas répondu. Ils m'en parlaient quand je leur téléphonais. Et j'ai eu quelques réponses écrites, mais qui étaient toujours avec des réserves. C'est-à-dire, ah, je veux bien publier ça, disait Christian Vauvois. Moi, je te suis sur la pornographie, quoique, bon, mais enfin, d'accord. Mais un livre d'extrême droite, jamais. Losfeld, lui, qui était complètement partisan de toutes les interdictions possibles, à qui j'avais proposé aussi, n'a naturellement même jamais répondu. Ils étaient tous d'accord pour défendre quelque chose qui allait dans leur courant. Mais défendre la liberté d'expression en général, personne n'est jamais d'accord. Alors, je ne sais même pas si moi je serais complètement d'accord, mais je voulais voir. Et alors j'ai publié tout seul mon petit bouquin pornographique que je venais de recevoir, toujours les coïncidences, un bouquin extrêmement mal écrit, bourré de fautes de syntaxe, de français, etc., complètement pornographique, dégoûtant, etc. Et ce livre, alors ce qui a été très intéressant, c'est qu'il n'a pas été poursuivi, et ils n'ont pas osé. Ils l'ont interdit à la vente aux mineurs, on ne sait pas pourquoi, mais pas à l'affichage, etc., etc. Alors je l'ai republié cette année, effectivement, en association avec Ramsay, en l'actualisant un petit peu. J'ai rajouté un chapitre sur une recherche historique que j'avais faite sur la Révolution française et l'obscénité, qui est très intéressant, oui. parce que Robespierre, c'est le prototype de l'homme politique, justement, qui défend la liberté d'expression tant qu'il en a besoin. C'est l'homme politique de gauche par excellence. Une fois qu'il a le pouvoir, bien entendu, il vise tout, il n'y a plus de liberté, il n'y a plus de journaux, il fait exécuter d'ailleurs carrément les journalistes qui lui déplaisent, il fait saisir tous les livres, c'est très bien. Mais pendant 2 ans, il réclame la liberté d'expression. Est-ce qu'il y a encore des saisies aujourd'hui Oui, il y a des saisies. Il y a des saisies dans les sex shops. Mais enfin, ils ont l'habitude, ils sont organisés. Sur quoi c'est interdit sur la pornographie et puis le rapport à l'enfance, sûrement, non la loi, ce serait très très long d'en parler. Parce qu'il y a eu l'affaire Mazeneff récemment, tout de même. Hein, oui, alors justement, l'éventail de la loi, ça va très très loin. On peut, comme je vous disais, interdire pratiquement tout ce qu'on veut. Il faut bien voir que le principe, c'est le détournement d'une loi sur la protection de l'enfance qui date de 1947. C'est une loi MRP, socialiste et communiste. Et c'est une loi qui permet d'interdire un livre dans lequel, par exemple, le mensonge, la paresse, la mauvaise conduite, qui consiste par exemple à dire merde à son instituteur, et tout ça, ça peut être interdit dans des publications manifestement destinées à la jeunesse. Bon. Et ce qui s'est passé dans les années suivantes, à partir, je crois, de 49-51, c'est que les gouvernements successifs ont repris cette loi en supprimant la mention manifestement destinée à la jeunesse. Ce qui fait que théoriquement, si vous publiez un roman où une petite fille dit merde à son père, par exemple, il peut être interdit. Il peut. Et encore aujourd'hui pas? Mais bien sûr, parce que personne n'a modifié ça. Au contraire, ça intéresse tous les gouvernements d'avoir à sa disposition une loi qui leur a permis, par exemple, de supprimer d'un trait de plume Charlie Hebdo. Plutôt Harakiri Hebdo qui est devenu Charlie Hebdo. Ça permet de supprimer un journal, ça permet de supprimer complètement tous les adversaires. Ils ne vont pas se priver de ça. Puis c'est très français parce que moi j'ai eu un procès dans les années 50, comme ça à la fin des années 50, même au début des années 60, parce que j'avais fait imprimer sur des livres que ces livres étaient victimes de la censure. Et je me suis retrouvé en correctionnel devant un président qui m'a dit « Monsieur, la censure n'existe pas en France ».
Et je lui dis, moi j'appelle censure un mécanisme qui permet de supprimer un livre. On m'a dit, mais ils ne sont pas interdits. Ils sont interdits à l'affichage, la vente aux mineurs et la publicité. C'est-à-dire que je lui dis, donc je n'ai pas le droit, parce que ça avait été jugé, de le mettre sur un catalogue. Les éditeurs n'avaient pas le droit. Et c'est quand Gallimard a été à son tour poursuivi, et l'Express aussi, pour des motifs du genre, que tout le monde s'est ému. Tout le monde s'en fichait jusque-là. Vous avez changé votre manière d'éditer depuis Oui. 79, Jean-Jacques Pauvert, et finalement... J'ai inventé un système. Vous avez inventé un nouveau système d'édition. C'est-à-dire que j'ai perfectionné un système qui existait, qui est la coédition. Tous les éditeurs ont toujours fait de la coédition. Qu'est-ce qui vous a amené à cette transformation ? L'évolution des choses, l'évolution de l'édition, l'évolution de la société. Je trouvais qu'il s'est passé des tas de choses dont on n'a pas énormément parlé. Surtout, on n'y a pas beaucoup insisté, qui est que l'édition s'est transformée à partir de la fin des années 60. Bon, on a toujours parlé des concentrations, mais les concentrations, ça, c'est un problème privé. Hein. Si quelqu'un veut vendre sa maison, il vend sa maison à un gros groupe. Si un gros groupe veut en racheter un, il le rachète. Personne n'est jamais obligé de vendre sa maison. Et ça, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que la diffusion est tombée. Alors, elle a été très, très concentrée et elle est maintenant entre les mains de 4 ou 5 groupes. Il y a Hachette, il y a Gallimard, il y a les presses de la cité. Et puis vous avez autour des diffusions importantes, mais qui sont assez fermées sur elles-mêmes, qui sont Forum qui diffuse Lafon, Albin Michel, et puis des satellites comme Segers et des Broutilles. Et vous avez Flammarion qui a aussi son groupe, qui a repris des éditions. Alors des éditeurs comme Ballant se sont collés comme ça dans les gros groupes. C'est ça qui est grave, parce qu'un éditeur maintenant, qui démarre, par exemple, comme je l'ai fait, comme beaucoup d'éditeurs l'ont fait dans les années 40, s'il veut vraiment donner sa chance à ses auteurs, s'il veut garder des auteurs importants, s'il veut en avoir, il faut qu'il ait une bonne diffusion. Et là, il y a 5 ou 6 portes, pas plus. Donc, chaque groupe de diffusion, à ce moment-là, pose ses conditions. Et il peut très bien ne pas être diffusé ni par Hachette, ni par Flammarion, ni par les presses de la cité. Bon, qu'est-ce qui se passera ? Il ne sera pas diffusé du tout. Ce sera un petit éditeur sans diffusion. Il peut toujours louer des représentants qui prendront des bouquins sous le bras. Ça coûte très cher. Ça marche pas. C'est intéressant parce que quand même on voit aujourd'hui de plus en plus de nouvelles petites maisons d'édition surgir un peu partout. Mais elles peuvent vivre. Hein. Quand vous n'avez pas de frais généraux, vous êtes dans une chambre de bonne, vous dites je vais faire de l'édition, moi j'aime la poésie. J'ai un voisin de palier qui a écrit un recueil de poésie merveilleux, je peux toujours le faire imprimer. Et puis après, comme je disais, vous pouvez toujours le vendre, vous prenez vos exemplaires sous le bras, vous allez dans les librairies. Bon, tant que c'est comme ça vous coûte de l'argent, mais ça embête personne. Hein, un auteur peut toujours faire du conte d'auteur à la Pensée universelle ou ailleurs, et il sait qu'il ne sera pas diffusé, mais ça fera plaisir à sa belle-mère. Bon, mais l'édition, c'est pas ça. L'édition, vous commencez, bon, vous avez une collection, vous avez quelques bouquins comme ça qui marchent, puis un beau jour, tout d'un coup, vous avez un livre, un auteur, dont vous pensez qu'il est important. Alors cet auteur-là, vous le défendez très mal, vous n'avez pas de diffusion. Donc il va vous quitter. Et automatiquement, il ira dans un des groupes qui a une diffusion, qui a les moyens, qui a une demi-douzaine d'attachés de presse, ou même une douzaine, pour le défendre. Il ira chez quelqu'un qui a les moyens de faire de la publicité. C'est normal. C'est très normal, les auteurs ne sont pas faits pour... c'est ce que vous avez fait, vendu à 50 exemplaires. Alors moi, j'ai inventé un truc parce que j'en avais assez de me battre pour la diffusion. J'ai eu de bons diffuseurs, d'ailleurs, j'ai pas à me plaindre. Puis surtout, j'en avais assez de l'intendance. Alors mon système, c'est la coédition généralisée, c'est-à-dire que les livres sont toujours produits par une grosse maison. De préférence une grosse maison, ça a aidé quelquefois des Alors petites. on trouve Jean-Jacques Pauvert avec Hachette, avec Julliard, avec Grasset, avec Ramsay. Oui, jamais la marque Hachette, mais les marques satellites d'Hachette, Grasset, Fayard, oui. Ramsay, pas Gallimard encore, mais ça viendra peut-être. Les presses de Julliard, aux presses de la Cité. Je les ai essayés tous. Et c'est très intéressant. C'est un bon système. C'est un bon système parce que j'ai affaire à une maison importante qui assure l'intendance. L'auteur a 2 éditeurs. Oui. Donc il peut, comme ils font toujours, se reporter de l'un sur l'autre, dire je ne suis pas content de Robert Laffont à Jean-Jacques Pauvert ou à Jean-Jacques Pauvert je ne suis pas content de Robert Laffont. Et les structures sont des structures très, très solides. Quand on a affaire par exemple à Robert Laffont, on a une bonne diffusion, on a une bonne structure commerciale, on a des moyens puissants. C'est très bien que les petits éditeurs n'ont pas.
Jean-Jacques Pauvert, est-ce que vous pensez qu'il y a encore des choses à révéler, des auteurs, des... Ah oui, bien sûr. Ben, parce qu'il y a toujours aussi le phénomène qu'on pourrait appeler l'effet Sade, c'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui sont très connus, des auteurs qu'on a maintenant édités, pas mal, et qu'en fait personne n'a lu. Donc, ces auteurs-là, on peut les réimprimer et essayer de les faire lire. Vous pensez à qui, par exemple? Bon, bah, Sade en premier, bien sûr, mais j'ai fait une expérience cette année qui est très intéressante avec quelqu'un dont je crois vraiment que c'est un des auteurs les plus importants de l'époque, quelqu'un qui n'est justement pas très très connu. J'ai réédité Le Surmal d'Alfred Jarry cette année avec une très importante postface d'Annie Lebrun. Et il importait l'autre, et réciproquement, comme disait Alphonse Allais, c'est-à-dire que le texte d'Annie Lebrun est un texte qui éclaire d'une manière complètement nouvelle et très extraordinaire le texte de Jarry. Qu'en fait, jusqu'à présent, on peut dire d'une certaine manière que personne n'a lu. C'est-à-dire qu'on a lu Le Surmal dans la perspective du Jarry très classique, du Burois, de la pataphysique. Bon, mais il se trouve que Le Surmal, moi j'en avais l'impression depuis un certain temps, et puis on a affiné ça dans des conversations avec Annie Lebrun. Le Surmal, en fait, à mon avis, à notre avis, est un des très grands textes. C'est un des plus grands textes sur l'amour qui existe. Bon, ce que personne n'avait jamais senti, parce que Jarry, comme tous les grands auteurs d'ailleurs, a besoin d'être éclairé de temps en temps. Les grands auteurs, c'est comme ça. Hein. C'est arrivé, vous savez... Ils ont besoin d'une lecture nouvelle, en fait. Ils ont besoin d'une lecture nouvelle. Les gens ne se souviennent pas, par exemple, que Baudelaire a été considéré pendant 25 ans, 20 ans, après la publication des Fleurs du Mal, justement comme un petit pornographe. Sainte-Beuve n'a jamais parlé de Baudelaire. Le grand critique du 19e siècle. C'est vrai qu'on a oublié ça. Mais on a complètement oublié ça. Quand Baudelaire meurt en 1967, il y a des jeunes gens qui commencent à s'intéresser à Baudelaire et qui vont voir Sainte-Beuve en disant « Mais mon cher maître, tout de même, vous n'avez jamais parlé de Baudelaire. » Alors il dit « Ah mais Baudelaire, écoutez, si, mais je vais faire un article, un de ces jours, je vais faire un article sur Baudelaire, vous allez voir. » Et il fait l'article au bout d'un certain temps. Et l'article, c'est J'ai bien connu Charles Baudelaire. Il ne faut pas croire tout ce qu'on racontait sur lui. C'était un jeune homme très bien élevé. Je vous résume, évidemment. Citation de bas. Et alors, tout à fait à la fin, il dit Ah oui, alors là, ah oui, mais c'est vrai, il a aussi écrit des poèmes, vous savez. On est à l'époque, aux environs de la guerre de 70. Ouais, c'est le grand critique, et puis il représente vraiment l'opinion générale à l'époque. Oui, il a écrit des poèmes, ça c'est vrai, j'allais oublier. Quel dommage qu'il n'ait pas écrit ça en latin. Oh, c'est incroyable. Voilà. Et il faut bien se rendre compte que les gens, le public, ne commencent à vaguement apercevoir qui est Baudelaire que dans les années 1880-90, et encore ils ne le savent pas beaucoup parce que les gens qui lisent Baudelaire et qui essaient de le faire lire au grand public sont des jeunes gens qu'on appelle les symbolistes, que personne ne lit non plus, et alors ils vantent un poète mort depuis 20 ans qui s'appelait Charles Baudelaire, le gars qui se teignait les cheveux en bleu, vous voyez, non, tout ça. Finalement, la grande révélation publique, la vraie lecture de Baudelaire, le moment où on s'aperçoit que c'est un grand poète français, c'est 1917. Pourquoi 1917 ? Parce qu'il y a une évolution des mœurs, il y a une évolution des esprits, il y a une influence intellectuelle qui amène Baudelaire, et que tout d'un coup, Baudelaire surtout tombe dans le domaine public. 1867-1917, il tombe dans le domaine public, et tous les éditeurs se disent quand même, ce poète pornographique comme ça, scandaleux, c'est d'une bonne affaire. Il y a eu des poèmes condamnés, et en 1917, tout le monde publie l'édition intégrale des Fleurs du Mal. C'est comme au moment où moi j'ai publié l'édition intégrale de la philosophie dans le boulevard. On se dit, c'est formidable, on va pouvoir lire des cochonneries, on va se régaler. Mais comme des millions de gens se mettent à lire Baudelaire, il y en a quand même qui s'aperçoivent que c'est un poète. C'est ce qui s'est passé pour Sade, par exemple, quand j'ai republié les œuvres complètes de Sade tout à fait récemment, et qui avait en préface le livre d'Annie Lebrun, tout à fait extraordinaire, intitulé « Soudain un bloc d'abîme Sade », qui tout d'un coup a montré à quelques dizaines de personnes que la lecture de Sade pouvait être autre chose qu'une lecture pornographique, philosophique, etc., etc. Et Jarry, c'est ça. Jarry, tout d'un coup, le moment
s'est trouvé venu pour qu'on lise le Surmale d'une autre manière. Cela dit, j'en ai vendu 2000. Hein. On a l'impression, en vous entendant, qu'au fond, les grands écrivains se définissent plutôt par les effets, disons, en creux, les effets de vide, les effets de nettoyage qu'ils provoquent à l'intérieur des cervelles. Voilà, mais ils se définissent tout simplement par un effet de lecture. Quand vous lisez une histoire de la littérature, on vous dit, vous étudiez ça en classe, et on vous dit Les Fleurs du Mal 1857, mais c'est pas vrai. Il faudrait qu'on vous dise Les Fleurs du Mal 1857, ça c'est une anecdote, on n'en parle pas. Bon, c'est la date de publication. Mais 1887, 30 ans après, c'est la lecture symboliste des Fleurs du Mal. 1917, c'est la grande lecture publique, c'est l'arrivée de Baudelaire. Et en fait, la naissance, l'arrivée dans la littérature française des Fleurs du Mal, c'est 1917. C'est comme ça qu'on devrait écrire l'histoire de la littérature. Moi, c'est ça que je réclame depuis de la manière de lire, au fond, les textes. De la lecture, lecture. Il y a des textes qui sortent et qu'on ne lit pas, du tout. Il y a des textes qui sortent et que personne ne lit pour des raisons quelconques, qui tombent comme ça dans un trou. Par exemple les Chants de Maldoror. Ah oui, Lautréamont, effectivement toujours mal lu. À l'époque où c'est sorti, non mais à l'époque où c'est sorti, personne ne lit. Léon Bloy quand même. Pour une excellente raison, parce que à l'époque, oui, il y a Léon Bloy, mais justement, il faudrait le raconter comme ça. C'est comment c'est lu et comment tout d'un coup, les Chants de Maldoror arrivent à une lecture, à une certaine lecture. Le moment où ils arrivent réellement dans une histoire de la littérature. L'histoire de la littérature, ça devrait être une histoire des lectures. C'est pour ça que j'ai appelé mon anthologie des lectures érotiques et pas du tout de la littérature érotique. Oui. Parce que la lecture, c'est une chose. Il faut voir, par exemple, la Princesse de Clèves, il faut voir comment c'est lu quand c'est publié et comment c'est lu 2 siècles après. Et on devrait, quand on écrit une histoire de la littérature, de temps en temps, remettre en 1930, par exemple, en 1935, les liaisons dangereuses. Que tout d'un coup, tout le monde se met à lire. Tous les intellectuels français se mettent à lire les liaisons dangereuses. C'est l'époque de la préface de Malraux, c'est l'époque où les gens commencent à parler de l'érotisme à la Clausewitz, que l'érotisme comme une guerre menée, comme une guerre scientifique, etc. Alors, c'est très intéressant parce que ça introduit la littérature dans l'histoire des mentalités. Ce que jusqu'à maintenant, pratiquement personne n'a fait. Or, c'est la seule manière, si vous voulez, de considérer la littérature d'une façon vivante. C'est au moment où tout d'un coup un texte vient s'intégrer à l'histoire des mentalités. Les liaisons dangereuses, 1935. La rencontre entre le texte et la mentalité, tout d'un coup. Alors pourquoi est-ce qu'un texte, ça c'est pas à moi de le dire, hein, les historiens sont pas là pour essayer d'expliquer les choses, ils peuvent donner des indications, mais pourquoi est-ce que tout d'un coup la France de 1935 devient le public idéal des liaisons dangereuses? C'est autre chose, mais c'est intéressant. Comment Sade, justement, a été lu pendant 2 siècles. Lu, pas lu, relu, placé d'une certaine manière. On peut dire, par exemple, que Sade était, d'une certaine façon, beaucoup mieux lu vers 1830-1840 que maintenant. D'abord, il était beaucoup plus lu, réellement. Tiens donc. Ah oui, mais ça, alors là, il y a l'introduction de l'histoire des lectures dans l'histoire de la littérature, mais il y aura aussi l'introduction de l'histoire de la librairie dans l'histoire de la littérature. Mais est arrivé un petit truc amusant comme ça avec Roland Barthes. Roland Barthes avait fait un grand article et avait donné une causerie dans une radio, je ne sais plus laquelle, qui était extrêmement intéressante, où il parlait de Sade et où il tirait des conclusions remarquables d'ailleurs, très intéressantes, de la non-lecture de Sade au XIXe siècle. J'ai eu l'occasion de lui répondre indirectement, puis après un jour je lui en ai parlé, c'est une des 2 ou 3 fois où j'ai rencontré Barthes, et je lui dis mais vous savez que c'est tout à fait le contraire, c'est-à-dire que Sade était lu par des dizaines de milliers de personnes dans le monde entier au XIXe siècle, et beaucoup plus que maintenant, beaucoup plus qu'au XXe siècle. Elle m'a dit, ah bon, mais non, vous savez, pourtant j'ai pris mes renseignements. Alors bon, il avait envoyé un étudiant à la Bibliothèque nationale et l'étudiant avait trouvé qu'entre 1797 et 1947, Sade n'avait pas été édité. Pourquoi ? Parce qu'il avait regardé la date qu'il y avait sur les livres. Et il ne savait pas ce que savent tous les libraires d'occasion, tous les libraires de livres rares, tous les gens qui connaissent la librairie. C'est-à-dire que pendant, en fait, 120 ans, il y a toujours eu des imprimeurs pour réimprimer Sade, mais toujours avec cette date de 1797, parce que
tous les clandestins mettent des dates antérieures, toujours. Absolument, oui, pour c'était pouvoir aussi dire, pendant la comment, guerre. mais oui, vous savez, moi j'ai le même vendu ça, mais problème. c'est quelques exemplaires de 1797. Oui, on trouve ça pendant la guerre de 40 avec les... Pendant la guerre de 40, bien sûr, avec les textes Éluard, politiques. etc. Mais Barthes est un universitaire, donc il ne savait pas ça. Oui. Il n'y a pas de communication entre la librairie et l'université, ni entre l'université et la littérature, enfin jusqu'à maintenant. Maintenant, ça va mieux. Mais il faut apprendre ça. Il y a des professeurs de l'histoire des mentalités qui ignorent complètement cette histoire d'édition clandestine. Il faudrait mélanger un petit peu tout ça. Hein. Moi, c'est ce que j'essaie de faire modestement dans mon coin. Parce qu'à l'époque, et alors là, on a quand même des traces de la lecture de Sade, et je vous disais que Sade était beaucoup mieux lu, c'est que les gens lisaient, des gens comme Sainte-Beuve, par exemple. Sainte-Beuve n'a pas fait d'article sur les fleurs du mal, mais il a fait un article non pas sur Sade, mais sur les conséquences historiques de la lecture de Sade. C'est un article qui a été très peu connu, et puis qui a été ressorti il y a une quarantaine d'années, où il dit que le grand inspirateur des romantiques, c'est Sade, qui est dans le fond de toutes les bibliothèques. Il écrit ça en 1835, 35 ou 37, quelque chose comme ça. Et c'est comme ça qu'on a des traces, parce que on sait que Sade, dans toutes les ventes publiques, chaque fois qu'on vend une bibliothèque, il y a Sade, qui souvent est détruit d'ailleurs. C'est un fonds de bibliothèque, quoi. C'est un fonds de bibliothèque. Comme c'est considéré comme le mal absolu, tout le monde veut savoir ce que c'est que le mal absolu. Hein. Tout le monde l'a lu, et en même temps c'est dangereux, c'est un poison, c'est épouvantable, et tout le monde l'a lu. Lamartine a passé sa vie à lire Sade, ce qui d'ailleurs ne figure pas dans les biographies de Lamartine. Et pourtant on le sait, et il l'a dit lui-même. Et finalement, ça donne une conséquence très curieuse, c'est qu'en 1838, Lamartine publie un livre dont tout le monde dit qu'il est pornographique, qui est La chute d'un ange. Oui. Et La chute d'un ange a été complètement inspirée par des méditations de Lamartine pendant 30 ans sur l'histoire de Juliette. Et La chute d'un ange, il y a tout l'épisode, qui a été considéré comme obscène. Mérimée écrit à un de ses amis à l'époque, le vieux vient de publier un bouquin à lire d'une main, achète-toi ça, tu vas te régaler. Tout le monde trouvait ça d'une pornographie. Et c'est vrai que c'est pornographique, La chute d'un ange. Et c'est très rigolo parce que les Alexandrins de Lamartine racontent un chapitre de Juliette. Il a démarqué un chapitre de Juliette qui raconte pour pouvoir dire c'est épouvantable, regardez ce qui peut se passer. Vous l'avez là ? Je l'ai là, c'est dans mon anthologie, je l'ai dans l'anthologie. Vous nous le sortez peut-être pour le plaisir ? Quand on portait les yeux du cintre jusqu'aux dalles sur le luxe effréné de ces murs de scandale, l'âme humaine fuyait sous le dernier affront et les cheveux d'horreur se dressaient sur le front. Par des êtres vivants, limpie architecture, pour enivrer les yeux, remplaçait la sculpture. D'une colonne à l'autre, en ornement humain, des enfants suspendus se tenant par les mains. Et de plis gracieux arquant leurs membres souples, en guirlandes de corps, enlaçaient leur beau couple. Leur beau couple, hein, ils trouvent que c'est beau quand même, c'est intéressant. Au lieu de chapiteaux, d'autres enfants groupés semblaient porter le ciel sur leurs dos attroupés. Et sous la rue d'acanthe, accroupis dans leurs niches, cariatides en chair, ils bordaient les corniches, etc., etc. Un long groupe que l'art mêlait et démêlait, femmes, enfants, guerriers, combats, amour obscène, changeaient leur attitude et variaient leur scène.